Bien, je m'aperçois que notre orateur, qui est une oratrice, est tout à fait prête maintenant à prendre la parole. Il s'agit de Julie Brimbert-Chaumont, qui a organisé ces journées, que nous remercions. Et je salue en elle l'ex-doctorante, comme on disait, spécialiste de la logique du nom propre, qui nous a donné, il y a quelques mois maintenant, ce formidable travail collectif sur, intitulé Ad Notitiam Ignoti, l'organon dans la translation Studio Room à l'époque d'Albert Legrand. Je lui donne la parole en la remerciant de nouveau pour ce qu'elle va dire et surtout pour ce qu'elle a organisé, que nous connaissons jusqu'ici. Merci Alain. Donc le titre retenu pour cette intervention, les usages de la logique au Moyen-Âge latin, l'essor d'une norme sociale et intellectuelle, suggère une approche en termes d'histoire de l'éducation et d'histoire sociale de la logique, où la situation de la logique est spécifiquement distinguée de celle de la philosophie. Je crois m'être déjà expliqué lors de l'introduction de ce colloque sur les arguments historiques, quantitatifs et qualitatifs qui pouvaient être avancés sur le principe en faveur d'une telle approche pour le Moyen-Âge. L'intérêt de la démarche peut se démontrer sur un plan théorique, je crois que ça peut tout à fait être fait, mais il peut aussi se justifier d'un point de vue heuristique, c'est-à-dire au regard des éléments que cette approche permet de comprendre et d'inclure, et qu'une explication en termes purement doctrinales de la théorie logique ne pourrait entièrement fournir. C'est cette dernière stratégie que je voudrais considérer d'abord à partir d'un exemple bien connu des historiens de la logique médiévale, l'article de Vincent Spade intitulé « Pourquoi est-ce que les logiciens médiévaux ne nous disent-ils jamais ce qu'ils sont en train de faire? C'est un complot ou quoi ?» Un article qu'on peut lire en ligne, qui était très influent. Cette publication a suscité de nombreuses réactions, parfois légèrement indignées, et je voudrais apporter ici ma part, à travers cette contribution, à cette lutte contre ce qu'on pourrait appeler la théorie du complot logicien. Il existe en réalité de très nombreuses sources où les auteurs médiévaux expliquent ce qu'ils sont en train de faire quand ils font des traités de logique, et où nous pouvons reconstituer la place réelle de la logique au sein des savoirs dans les sociétés médiévales. L'enquête proposée ne se traduit donc pas tant par la recherche d'une contextualisation de la logique, mais par celle plutôt d'une inscription précise et plurielle des pratiques logiques dans les sociétés savantes médiévales, latines en l'occurrence. Il faudrait d'abord commencer par identifier les lieux de savoir et d'enseignement où la logique se situe dans le système éducatif médiéval, sans se limiter à la seule faculté des arts, et en observant comment les pratiques logiques se diffusent intensément au XIIIe siècle. C'est ce que je propose de faire dans les deux premières parties de cet exposé. Il convient également de définir les types de sources précises et les stratégies de recherche qu'on peut déployer autour de ce que j'appelle les acteurs de la logique ou les usagers de la logique. Cela paraît difficile, logicien n'étant pas une catégorie socio-professionnelle et la logique n'étant ni un métier, ni une profession, ni même une activité stable ou absolument spécialisée au sein des mondes scolaires, tout au plus un moment clé de l'éducation et un aspect récurrent de la vie académique dont la plupart des acteurs sont des usagers de la logique, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Donc je pense qu'il est cependant possible de tenter une histoire sociale des populations logiciennes, avec toutes les réserves exprimées précédemment, un point que je ne pourrais pas développer aujourd'hui. Mais je pourrais simplement donner une petite idée. Donc ce qu'on pourrait dire, pour en avoir une petite idée de ce qu'on pourrait faire, c'est que les étudiants en art des universités construites sur le modèle parisien représentaient probablement 80 à 90% des étudiants en art, puisque les étudiants des facultés supérieures ne représentaient que quelques centaines d'étudiants. Et d'autre part, que le baccalauréat, et d'un point de vue général, les premières années, étaient consacrées exclusivement à la logique, en plus de la grammaire. Quand on sait en outre que le taux des décrocheurs qui partaient des universités sans diplôme devait se situer entre 40 et 70% au Moyen-Âge, alors on n'a pas de matricule générale pour le XIIIe, mais bon, on peut extrapoler à propos de... Voilà.
On peut dire que des milliers d'étudiants partaient de l'université avec pour tout bagage... Pardon, excusez-moi, j'ai besoin de boire un verre. Donc, ils partaient avec pour tout bagage une culture essentiellement grammaticale et logicienne, et c'est ce que j'ai appelé les populations logiciennes. Mais on pourrait tenter d'aller plus loin. Donc, outre ce portrait social du logicien, on va dire, en essayant de dessiner une histoire sociale du concept de logique. Ou, pour le dire autrement, une approche historique, doctrinale et sociale de la logique du XIIIe siècle, une philosophie de la logique qu'on voudrait lire autant dans les théories que dans les pratiques. Il s'agit d'envisager la réponse à la question « Qu'est-ce que la logique ?», en se demandant où est la logique, géographiquement, institutionnellement, textuellement, qui fait de la logique, pour qui, comment, pourquoi. En multipliant les focales, on pourrait ainsi tenter de redonner l'épaisseur autant sociale, institutionnelle que doctrinale que les termes clés de la philosophie de la logique médiévale devaient probablement revêtir pour nos auteurs. Pour reprendre les expressions que nous trouvons dans nos textes, utilité, nécessité, réflexivité, généralité, formalité, instrumentalité, scientificité, valeur transfacultative de la logique, appartenance de la logique à la philosophie théorique, puis le plus souvent aux sciences pratiques, inoffensivité de la logique, disciplinarité de la logique comme discipline formatrice. Nous avons là un ensemble de caractéristiques que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui pour utiliser cette fois un terme moderne, sous l'angle de l'idée d'une normativité sociale et intellectuelle de la logique. La notion de norme a la particularité d'avoir fait l'objet récemment d'une étude particulièrement féconde et nourrie dans les disciplines sociologiques autour de la logique et historique, notamment pour le Moyen-Âge avec les études d'Elsa Marmundstein, mais aussi dans le domaine de la philosophie de la logique, y compris pour la logique médiévale avec les études de Katharina Dutil-Novaes. Elle représente ainsi l'intérêt majeur de constituer aussi une sorte de noyau dur d'un point de vue doctrinal qui porte sur la logique comme norme de la pensée. J'en viens maintenant à mon premier point, la diffusion de la logique en amont et en aval de la faculté des arts. Au-delà du seul programme de la faculté des arts, la logique est un savoir-faire mis en œuvre dans toutes les facultés. On le sait, je n'y reviens pas, la logique servait de fondement à tous les autres savoirs comme méthode de la science et comme l'art de la dispute, un art indispensable pour obtenir des diplômes et pour exercer sa charge professorale dans toutes les facultés à l'université. Ceci est bien connu, je n'y reviens pas. Ainsi, on peut dire que la logique n'était pas seulement un savoir-faire de base acquis une fois pour toutes, mais un savoir-faire et un savoir-être académique perfectionné tout au long de la carrière, dont on peut imaginer que la maîtrise parfaite de la dispute codlibétique à la faculté de théologie pouvait constituer le couronnement. Un point à rappeler ici important est que la dispute ne donnait pas forcément lieu à l'application de techniques argumentatives apprises à l'université, à la faculté des arts. On peut le voir, par exemple, dans le fait que l'institutionnalisation de la question disputée, par exemple, comme l'a montré Olga Weyers, va de la faculté de théologie à la faculté des arts, et pas l'inverse dans la première moitié du XIIIe siècle. Ce point est illustré également par l'existence au XIIIe siècle d'une logique juridique à Bologne antérieure et indépendante d'une quelconque formation en art, qu'il s'agisse d'une faculté des arts de toute façon inexistante ou embryonnaire au sein de la faculté de médecine, ou des écoles communales italiennes où la logique n'est guère représentée au profit de la grammaire et de la rhétorique. Il s'agit des fameux lieux logiques juridiques mentionnés en introduction, qui ont fait l'objet d'un certain nombre significatif de traités individuels destinés à guider leurs usages dans la démonstration juridique, des traités dont Colette Sirat a montré la réception dans l'œuvre de Gersonide. De nombreuses études nous ont montré par ailleurs l'originalité des productions logiques en dehors des contextes philosophiques, et c'est pourquoi j'avais marqué mes distances par rapport à la notion de logique appliquée dans l'introduction de ce colloque, mais je suis quand même entièrement d'accord avec ce qu'a dit Christophe Erisman, puisque chaque cas est différent, évidemment. Et il y a aussi de la logique appliquée dans le domaine latin.
Mais il y a aussi une autre manière de voir les choses en ce qui concerne le domaine latin. Nous verrons en outre, à la fin de cet exposé, que le passage à la faculté des arts n'était pas aussi obligatoire que ne le suppose nombre d'études sur l'histoire de la pensée médiévale. J'en viens à mon deuxième point, l'enseignement théologique de la logique. Il existait en outre un enseignement théorique de logique au niveau des écoles de théologie, comme en témoignent les sources législatives mendiantes, j'y reviendrai plus loin, et l'existence de 13 importants textes logiques produits par des théologiens en exercice, tous mendiants, il est vrai. Et ça, je vais revenir aussi là-dessus tout à l'heure. Les commentaires de Thomas d'Aquin et de Gilles de Rome, qui sont des œuvres de commande, mais qui portent tout de même des traces d'enseignement. Les paraphrases logiques d'Albert le Grand, produites au Studium Generale de Cologne, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, et par exemple les questions logiques de Pierre-Jean Olivier, pour ne citer que quelques exemples très connus. Et à mon avis, on pourrait en trouver peut-être d'autres, c'est à voir. On pourrait également citer la très fameuse Somme de logique de Guillaume d'Occam, une œuvre de maturité, écrite dans entre le Studium de théologie de Londres et Avignon, entre 1323 et 1325. La lettre dédicace de l'ouvrage s'adresse à un frère et ami très cher, commanditaire selon lui, un frère franciscain donc. La lecture de ce texte est très riche d'enseignements. Et peut-être, je vais vous laisser peut-être la lire, je ne sais pas si on a le temps de le lire, on peut commencer. La logique est parmi les arts l'instrument le plus puissant, sans lequel aucune science ne peut être connue parfaitement et qui ne s'émousse pas à l'usage, contrairement aux instruments matériels. Au contraire, il croît continuellement par l'exercice studieux de n'importe laquelle des autres sciences. De la même façon que l'artisan qui ne connaît pas parfaitement son instrument augmente sa connaissance par l'usage de celui-ci, de même, celui qui a été instruit dans les principes solides de la logique, tandis qu'il se penche avec effort sur les autres sciences, acquiert une plus grande expertise dans cet art en même temps. Il arrive fréquemment que les plus jeunes se lancent dans l'étude des subtilités de la théologie, et là on voit où sont les subtilités du côté de la théologie, et des autres facultés sans grande expérience logique. De ce fait, ils tombent dans des difficultés inextricables qui ne sont rien ou presque pour d'autres, et là peut-être c'est aussi aux dominicains qu'ils pensent, parce qu'il y avait peut-être un certain retard dans la formation logique des franciscains qui arrivaient dans les centres de formation théologique, et accumulent les erreurs en prenant les démonstrations véritables pour des exercices sophismatiques et inversement, ces derniers pour des démonstrations. C'est la raison pour laquelle nous avons été conduits à écrire ce traité sans négliger au passage d'illustrer les règles logiques par des exemples tant philosophiques que théologiques. Et là, on voit encore une fois la distinction entre la logique et la philosophie. Donc ce texte est très riche d'enseignements, notamment parce qu'il suggère pour la Summa une possible destination aux studia de théologie de l'ordre, selon une pratique attestée, studia qui ne sont même pas forcément des studia generalia, puisque ce n'est pas le cas de celui de Londres. Il suggère aussi une certaine impréparation logique des étudiants, une nette distinction entre logique et philosophie, l'existence d'une pratique démonstrative et sophismatique de la logique, là aussi qui est attestée, et enfin la conception de la logique comme un savoir-faire pratique perfectionné tout au long de la carrière, ce qui est sans doute de nature à nous faire comprendre mieux que des discussions sur les divisions théoriques des sciences, la raison pour laquelle Occam prend position dans le débat récurrent sur l'appartenance de la logique aux sciences théoriques et pratiques en faveur de l'option pratique, comme d'ailleurs de très nombreux auteurs à la même époque. J'en viens maintenant au point suivant, Voilà, l'enseignement secondaire de la logique élémentaire. Je pense qu'il existait en outre un enseignement de la logique élémentaire dans cette zone d'ombre qui est située au niveau pré- ou para-universitaire de l'enseignement de la logique. Les traités de logique du XIIIe et du XIVe siècle contiennent souvent des références aux enfants, en plus des jeunes, pueri, mais personne n'y a porté grande attention à ma connaissance. On peut citer l'opus puerorum ou le speculum puerorum, ce sont des cas bien connus. Mais les enfants sont aussi mentionnés dans les régulations de la faculté des arts, par exemple en 1215. Alors cette idée nous dérange car la grande difficulté technique de ces ouvrages ne correspond pas à ce que nous attendons d'un jeune entre 8 et 14 ans, mais évidemment, ça n'est pas du tout un critère historique. Jean Gerson,
recommande à la fin du Moyen-Âge que les petits-enfants des collèges apprennent par cœur le Tractatus avant même de comprendre son contenu. Un cas bien connu de logique élémentaire enseigné en dehors de l'université, entre guillemets, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, est constitué par les traités de la Logica Modernorum et le Tractatus de Pierre d'Espagne, qui n'ont jamais été au programme à Paris et à Oxford. On peut aussi citer le cas de deux traités majeurs de la logique terministe du XIIIe siècle qui ont pu être considérés comme des miroirs aux princes. Par exemple, la forme initiale de la Summa Lamberti, d'après la dernière hypothèse de Thomas Maloney en 2015, mais également le Tractatus, par exemple, dans le commentaire de Robertus Anglicus dans la version du Vatican, il suggère que ça aurait été écrit à la demande de nobles personnages pour l'éducation de leurs enfants, peut-on imaginer. L'étude d'Anne Grondeux sur le graéchismus suggère de façon très intéressante une connexion entre ce traité de grammaire positive et le commentaire de Robertus Anglicus au Tractatus. Donc les deux productions auraient peut-être pu être enseignées au même niveau secondaire, préuniversitaire, par des maîtresses arts en dehors de leur charge officielle, selon une disposition statutaire qui les autorisait à le faire, tant pour la grammaire que pour la logique, mais pas pour les autres matières de la faculté des arts, pas pour la philosophie en tout cas, comme on va le voir plus loin. Mais, à la différence du graéchismus et du doctrinal, le Tractatus n'entrera jamais au programme officiel de la faculté des arts, même au XIIIe siècle. La réalité des pratiques révèle en fait qu'une partie du Tractatus, de la réception du Tractatus, ne concerne pas uniquement l'enseignement de la logique terministe, mais qu'il a été utilisé sous une forme tronquée, comme une sorte de logique élémentaire portative pour ces 5 premiers traités, qui portent sur la logique en général, les termes, les propositions, les topiques et la syllogistique catégorique. Donc une sorte de mini-logique sur le format de l'enseignement de la logique tel qu'il pouvait exister à la fin du XIIe siècle, avant l'introduction des traités d'Aristote pour le syllogisme, les topiques et bien sûr les seconds analytiques. On peut juger de la popularité de cette logique portative par une enquête quantitative. Il n'est pas possible, en l'état actuel des recherches, de dire combien des 160 manuscrits du Tractatus ne sont que des copies partielles ou ne portent des gloses marginales que sur les 5 premiers traités ou le 7e traité sur les fallacies. Mais on peut déjà dire que sur les 250 commentaires répertoriés par Mérinos en se fondant uniquement sur les titres et le contenu des titres, 27% ne copient que tout ou partie des 5 premiers traités, tandis qu'une portion infinitésimale ne copie que les traités contenant la partie terministe. Donc ce sont des données qui seront à compléter par des recherches ultérieures. J'en viens maintenant à mon deuxième point, mon deuxième grand point, ma deuxième partie, la logique dans les studia mendiant. La logique s'insère en outre dans le principal nouveau lieu d'enseignement au XIIIe siècle, c'est-à-dire les studia mendiant, là encore à différents niveaux, mais toujours bien distingués de la philosophie. Alors ici, je vais me limiter aux dominicains, mais beaucoup de choses qui seront dites valent pour des périodes plus tardives, pour tous les mendiants, d'abord les franciscains, puis les autres mendiants, et même au XIVe siècle pour les maisons cisterciennes et clunisiennes à Paris. Rappelons d'abord que le système des studia artium ne concerne que la logique, à l'exclusion de ceux consacrés à la philosophie qui porteront un autre nom et dont la création interviendra beaucoup plus tard. Donc les studia de logique seront toujours distingués des studia de philosophie, de théologie évidemment. L'enseignement dominicain de la logique démarre dans les années 1240, d'abord à un niveau conventuel, puis provincial, dans la province de Provence, pour s'officialiser dans le chapitre général de 1259 qui préconise la création de studia artium dans toutes les provinces. Le système tourne déjà à plein régime disons juste après le milieu du XIIIe siècle en Provence, puis se généralise ailleurs, notamment en Italie, dans la province de Rome, dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Il prend une nouvelle signification en 1305, lorsque la Ratio Studiorum du chapitre général de Gênes rend obligatoire 3 années de logique pour accéder ensuite aux 2 années de philosophie et à 2 années d'enseignement dans ces disciplines pour pouvoir commencer ses études de théologie. Le cours de logique semblait en outre obéir à des finalités multiples.
On sait que les studia artium et les étudiants de ces studia sont bien plus nombreux que les studia de philosophie, 3 fois plus en Provence. On a 64 étudiants par an, contre 18 seulement pour la philosophie, par exemple, dans les années 1270. 2 fois plus dans la province de Rome, et que les studia de philosophie sont associés en fait à un stade supérieur d'études avec les studia de théologie, donc à un stade plus sélectif, on va dire, de la formation mendiante. Cela suggère que ces cours de logique pouvaient avoir concerné une fraction bien plus large de frères que l'élite des étudiants destinés au programme du lectorat, ou ceux, encore plus rares, destinés à devenir maîtres en théologie, et qui passaient tous par les cours de philosophie, sachant qu'une explication malthusienne au regard des cours et des coûts et des difficultés d'organisation des studia artium est à exclure. Comme on l'a dit, la logique était enseignée une nouvelle fois dans les studia de théologie, non pas seulement comme un enseignement complémentaire informel, mais sous la forme de véritables cours spécialisés, institutionnalisés de logique, des studia artium au sein des studia de théologie. Donc là, on a tout un tas de traces dans les sources. Je ne peux pas étayer totalement cette hypothèse à ce stade de mes recherches, mais il est possible que nous ayons là en fait une spécificité de l'enseignement mendiant de la théologie, qui ne serait pas seulement à voir en termes négatifs de rattrapage d'une formation initiale lacunaire par rapport au séculier, mais peut-être en un sens positif de perfectionnement intellectuel continu. L'enseignement mendiant de la logique a en outre la caractéristique d'être très fortement intégré. Les cours de logique bénéficient d'une pédagogie progressive. D'abord un cours à la Logica Vetus et au Tractatus qui lui servait d'introduction, donc probablement dans sa version tronquée, comme je l'ai dit. Ensuite, un cours consacré à la Logica Nova. Le système éducatif mendiant offre là un trait très original, avec une institutionnalisation de l'enseignement du Tractatus dès le dernier quart du XIIIe siècle. Donc, son étude est recommandée chaque année dans les couvents dans la province de Lombardie dès 1279. Et puis, il fait l'objet d'un cours organisé dès les années 1270-80 dans la province de Rome. Ce qui n'a pas d'équivalent, évidemment, à Paris et à Oxford, comme on l'a dit, mais qui anticipe aussi la situation de ces universités qui, elles, mettent le Tractatus officiellement au programme, c'est-à-dire l'université de Toulouse, 1309, et puis à Bologne, sans doute dans le deuxième quart du XIVe siècle. Comme je l'ai dit, le Tractatus, dans ses studia mendiants, n'y était probablement pas, n'y était enseigné que pour ses premiers traités, comme une sorte de logique aristotélico-boétienne de poche, sur le modèle du XIIe siècle, et qui servait d'introduction à la logique d'Aristote. Et c'est ce que l'on voit dans le programme dominicain de 1321, mais qui reflète probablement des pratiques antérieures. Un autre trait notable de l'enseignement mendiant de la logique est le caractère pionnier du système mendiant par rapport aux institutions universitaires en Italie. Même si l'on n'atteint pas les milliers d'étudiants de la Faculté des Arts de Paris à la même époque, les chiffres sont tout de même très significatifs pour la province de Rome à une date relativement haute. Près de 80 étudiants par an en logique pour la province de Rome dans le dernier quart du XIIIe siècle, ce qui est probablement supérieur à la population étudiante qui fréquentait le curriculum en art en voie de construction au sein de la faculté de médecine de Bologne à la même époque. C'est ainsi par le biais des écoles mendiantes que l'enseignement de la logique s'impose progressivement dans des espaces comme l'Italie, où elle ne tenait pas originellement un rôle éducatif important au profit de la grammaire et de la rhétorique, d'abord à Bologne, où les traces d'un enseignement structuré doivent attendre au minimum la fin du XIIIe siècle, puis à Padoue, où la faiblesse des traces d'enseignement de la logique avant 1350 avait déjà été relevée par Nancy Saresi. Ces données fragilisent globalement l'idée que les ordres mendiants, en particulier les dominicains, rattraperaient forcément le système universitaire lorsqu'ils introduisent dans leurs écoles un enseignement systématique, structuré et massif de logique. Et nous allons voir d'autres illustrations de ce principe plus loin. J'en viens maintenant... j'oublie de préciser ce qui est à la fin du slide, que les studia de logique, de philosophie, sont des studia de philosophie naturelle et, comme vous voyez, ils sont créés plus tard. Ils ne sont pas préconisés au niveau des chapitres généraux avant 1305. Enfin, il y a vraiment un traitement très différent.
Donc je suis en retard dans mes slides, désolée. Enfin, c'est ce que je viens de dire. Alors, j'en viens maintenant à ma troisième partie qui s'appelle quatrième partie dans mon PowerPoint. Tout va bien. Alors, deux éléments m'ont convaincu de l'intérêt d'étudier la logique. Vous voyez, moi-même, j'ai des problèmes de logique. Donc, m'ont convaincu de l'intérêt d'étudier la logique comme norme sociale. D'une part, la constatation du caractère consensuel de la logique pour les autorités religieuses en charge des contrôles des savoirs, et d'autre part, l'absence d'obligation légale en ce qui concerne les études en art et les diplômes en art dans les facultés supérieures à Paris. Je laisserai aujourd'hui du côté le cas d'Oxford et de la théologie à Oxford, qui est sensiblement différent. Alors, mon premier point, la paix logique. Il semble que la logique ait été considérée comme un savoir inoffensif et signant entièrement natif à la culture chrétienne latine, du fait notamment de la présence proéminente de Boaz dans la tradition, du moins parfaitement assimilé à celle-ci, parfaitement naturalisé, on va dire, par contraste avec la philosophie naturelle païenne, celle des philosophes grecs et arabes redécouverts, qui fait l'objet de nombreuses interdictions au XIIIe siècle. C'est une caractéristique qu'elle partage d'ailleurs avec la grammaire, mais peut-être en des termes différents, du fait de l'absence du problème des poètes et des prosateurs classiques, dont l'usage était d'ailleurs en net recul dans l'enseignement de la grammaire à la même époque. Ce qui est parfois problématique concernant la logique, comme au XIIe siècle d'ailleurs, c'est l'usage excessif qu'on pourrait faire de la logique, mais pas son pédigré d'étranger. C'est la raison pour laquelle se développe le thème de ce que j'appellerais l'éthique de la logique. Ce point pourrait s'étudier à un niveau peut-être général, mais je voudrais l'évoquer ici dans le cadre des régulations de l'Université de Paris, où la logique n'a pas fait l'objet d'interdiction, comme d'ailleurs le rappelait Alain, ou de condamnation. Et je mets ici de côté le cas des condamnations logiques et grammaticales d'Oxford pour me concentrer sur le cas de Paris, mais c'est peut-être à débattre, mais je pense que ces condamnations représentent quand même un courant, disons, marginal par rapport à l'usage qui pouvait être fait de la logique à cette époque. Alors bien sûr, on connaît la dimension polémique de l'histoire de la logique médiévale, avec les écoles du XIIe siècle, et puis au XIVe siècle, avec l'interdiction d'Occam, sans parler évidemment du XVe siècle, avec la querelle entre la Via Moderna et la Via Antiqua. Par contraste, il me semble qu'on pourrait peut-être parler d'un siècle de paix logique au XIIIe siècle, un siècle où la logique, une logique neutralisée fait consensus, évidemment un consensus qui ne peut plus prévaloir à partir du XIVe siècle, à partir des premières décennies du XIVe siècle. Alors voilà, je voulais lire avec vous ce texte de 1276, qui est d'ailleurs la base sur laquelle on a pu faire l'hypothèse que le Tractatus était enseigné à titre privé par des maîtres de la faculté des arts, par exemple c'est Mailleroux qui a suggéré cela, qu'aucun maître et qu'aucun bachelier de quelque faculté que ce soit ne s'avise de lire des livres dans des lieux privés à cause des multiples dangers qui pourraient en découler, mais dans des lieux communs, à l'exception des livres de grammaire et de logique pour lesquels une telle suspicion ne peut exister. Par contraste, on peut penser aux textes qui interdisent la lecture d'Occam, ou par exemple au texte de 1343 qui dénonce les doctrines sophistiques étrangères. Et donc là, la logique a, acquis une caractéristique d'étrangeté, mais cette fois-ci, ce n'est plus l'étrangeté des sciences étrangères grecques ou arabes, c'est l'étrangeté de nos chers barbares britanniques. J'en viens maintenant au deuxième point, le mythe de l'obligation des études en art. Alors je précise que je me limite ici à Paris, puisque de toute façon c'est le centre d'enseignement majeur pour l'époque qui nous concerne, et que je laisse de côté le Oxford, à part quelques remarques, puisque c'est une situation légèrement différente. Alors l'absence de cadre légal pour l'obligation dans les études en art dans les facultés supérieures est bien connue des historiens, à commencer par Jacques Verger, qui nous fournit même par exemple des statistiques sur les performances des étudiants pourvus ou dépourvus de diplôme en art dans les facultés supérieures.
Mais je pense que cette notion n'a pas suffisamment attiré l'attention des historiens de la logique et de la philosophie médiévale. L'obligation de la maîtrise en art n'a pas existé pour le droit à Paris, du moins pas avant une date assez tardive, je vais y revenir, et elle ne s'est imposée formellement que pour la théologie seulement en 1589, où la médecine est également, une date à laquelle la médecine est également mentionnée. Je parle ici du diplôme de la maîtrise SR, ou peut-être pour la médecine dès 1426, puisque nous avons une supplique des maîtres de médecine au pape lui demandant de rendre impossible l'accès au diplôme en médecine pour ceux qui n'ont pas une maîtrise SR. Il faut attendre 1360 pour qu'on exige, comme dans la formation initiale en droit canon, une connaissance dans les sciences primitives, grammaire, logique, physique, mais il n'y a pas de mention des arts et il n'y a pas de mention de diplôme. Pour le XIIIe siècle, on prévoit dans les années 1270 6 mois d'études supplémentaires pour les étudiants de médecine qui n'auront pas régné en art. Des dispositions identiques existent à Montpellier et elles sont réitérées au XIVe siècle. Tout cela veut bien évidemment dire que la maîtrise SR n'était pas indispensable. Et la même chose s'observe à Oxford. Nous avons des réductions de peine pour la médecine et pour le droit pour ceux qui ont un diplôme en art. Cette fois-ci, l'allongement des études pour ceux qui n'ont pas été formés en art est plus sévère. Et on a aussi la même chose en théologie, mais après, c'est un peu plus compliqué, donc je préfère laisser ça de côté pour aujourd'hui. Et puis, de toute façon, c'est plus tardif. Il existe même une étude très intéressante que j'ai mentionnée ici à la fin de mon slide, qui tente de tirer les conséquences intellectuelles de cette différence dans la formation initiale entre deux médecins du XIIIe siècle, l'un passé par la faculté des arts et l'autre qui n'y est pas passé. Et il faudrait davantage d'études de ce type-là, ça serait vraiment très intéressant. En théologie, il est requis en 1215 pour accéder à la maîtrise la maîtrise de théologie, 8 années dans les écoles, et les diplômes en art ne sont pas mentionnés. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que le texte est répété mot pour mot en 1366, avec plus aucune correspondance avec la durée des études passives et actives en art à l'époque, et toujours aucune allusion à un quelconque diplôme en art. Alors, ces remarques concernent toute la faculté des arts, philosophie comprise. Alors, quelles sont exactement les conséquences précises pour la logique ? Elles sont surtout importantes pour l'étude du système éducatif et de la théologie mendiante, où les studia de logique, nous l'avons vu, possèdent leur histoire propre. Ces remarques jettent, du moins c'est mon opinion, un éclairage nouveau sur les motivations qui sont derrière la décision de la création dès les années 1240-1250 de Studia Artium. La nécessité de mettre en place une équivalence de la maîtrise SR, entre guillemets, qui a parfois été évoquée, doit être évidemment rejetée, puisque la contrainte législative n'existait même pas pour les séculiers, tandis que la question des diplômes, des études, des compétences en art n'a joué absolument aucun rôle dans la querelle des séculiers et des réguliers à Paris, contrairement à Oxford, mais je n'en parlerai pas. Les grandes victoires mendiantes ayant été obtenues, par exemple, en 1255, bien avant qu'un quelconque système d'enseignement des arts ou de la philosophie ait été mis en place. Par contraste avec leurs confrères séculiers, et ce dès 1305, comme nous l'avons vu, les dominicains devaient avoir accompli 3 ans d'études, puis 2 ans de philosophie, et avoir enseigné la philosophie et la logique pour pouvoir commencer les études en théologie, un niveau d'exigence qui n'aura jamais été atteint dans les universités, même à Oxford, où, comme vous le savez, il n'y a pas d'examen d'entrée. L'absence d'obligation légale des études en art à l'Université de Paris nous invite à considérer différemment l'obligation que les mendiants, puis les moines, se sont fait à eux-mêmes de développer l'enseignement de la logique avec une rigueur dans la progression intellectuelle de la logique à la théologie, sans équivalent à l'université. Et aussi, le point important, c'est l'usage de la logique qui est fait en dehors même de la préparation à des études de théologie, puisqu'on y faisait accéder apparemment une partie des fratres communes qui était destinée à la cure des âmes.
Donc la dissipation de ce que j'ai appelé de façon provocatrice le mythe de l'obligation des études en art ne signifie pas à mes yeux qu'il faille dévaluer l'importance de la logique. Au contraire, elle permet, je pense, de mieux comprendre son importance et sa fonction comme norme sociale intellectuelle, plutôt que comme une obligation légale subie par une partie des intellectuels médiévaux. Peut-être n'était-elle pas totalement hégémonique, heureusement, diront certains, mais peut-être était-elle aussi suffisamment puissante pour qu'un grand nombre de décideurs y adhèrent en dehors de toute contrainte législative. Et je voudrais juste, pour terminer sur ce sujet de l'enseignement mendiant, que tout ce que je viens de dire ne concerne pas en fait un point mineur de l'histoire de l'éducation logique au Moyen-Âge, parce que là, nous parlons, il y a ici un impact très important, puisque nous parlons de centaines de maisons qui sont créées très rapidement au Moyen-Âge, et qui couvre très vite la totalité du territoire européen, donc avec un impact social considérable, contrairement au cas des universités qui, à l'époque, ne s'étaient pas encore multipliées, comme on le verra à partir du XIVe et du XVe siècle. Alors j'en viens maintenant à mon dernier point, utilité et nécessité de la logique, une double lecture. Nous allons maintenant nous tourner vers un texte influent de l'histoire de la philosophie de la logique au XIIIe siècle, la paraphrase d'Albert le Grand, les Agoguets de Porphyre, un texte de Porphyre dont les prologues sont un lieu classique de l'introduction à toute la philosophie et à la logique en particulier. Albert y développe de façon extensive le thème de l'utilité et de la nécessité de la logique. Donc, la philosophie logique est nécessaire et utile au plus haut point, en effet, parce que la logique enseigne comment ce qui est connu inconnu devient connu. Il est manifeste que rien ne peut devenir connu si ce n'est par la facultas qu'offre l'enseignement logique. Elle est nécessaire, etc., etc. Puis nous avons ce fameux thème. En outre, celui qui ignore la logique, même s'il semble savoir quelque chose, ignore cependant la raison de son savoir, comme on l'a déjà dit précédemment. Et il en va de lui par rapport à l'objet de sa connaissance et à son acte de connaître, comme du feu par rapport à son acte de consommer le bois. Et donc celui qui ne sait pas comment il sait et qui ne peut pas expliquer son savoir, en fait, ne peut pas savoir. Donc c'est un niveau d'exigence épistémologique et cognitif extrêmement élevé. La paraphrase d'Albert a probablement été écrite lors de son séjour au Studium Generale de Cologne, donc avec une période d'interruption au milieu des années 50, où il mettait au point de nouvelles méthodes d'enseignement de la théologie fondées sur une lecture intensive d'Aristote. Cette période est également marquée par la réunion d'une commission chargée de réfléchir sur l'enseignement dans les Studia dominicains par Humbert de Roman en 1259. Parmi les théologiens convoqués figure Thomas d'Aquin, mais surtout Albert le Grand, qui avait certainement l'expérience et l'autorité pour juger dans ces matières. On peut imaginer qu'Albert a tenu un discours proche de ce qu'on peut lire dans notre texte et qu'il a su marquer les esprits, puisque la seule décision prise dans le chapitre général qui lui fait suite en termes de sciences profanes est la création systématique des Studia Artium dans toutes les provinces dominicaines en 1259, un texte que nous avons déjà évoqué. La philosophie faisait certainement partie du projet éducatif d'Albert. Et d'ailleurs, les studia de philosophie naturelle seront créés dans les périodes successives. Mais on peut imaginer que le caractère instrumental de la logique, sa neutralité, en a fait un programme plus facile à imposer dans un premier temps que la philosophie naturelle, adoptée certainement avec moins d'enthousiasme et objet d'un contrôle idéologique constant, comme l'a montré Luca Bianchi. Comme l'a très bien compris Simon de Faversham, ou le pseudo Simon de Faversham, disons, lorsqu'il se réfère à Albert quelques décennies plus tard en commentant le Tractatus, ce prologue n'est pas une dissertation théorique sur la place de la logique dans les savoirs, mais une exhortation à la logique, une commendatio logicae, comme il le dit précisément, ajoutons, de la part d'un homme en position de décideur quant à la politique des savoirs de son ordre. Dans le même texte, Simon de Faversham va encore plus loin qu'Albert et définit la logique comme porteuse à elle seule d'une perfection anthropologique sans laquelle l'homme n'est qu'une bête inutile, appelée homme en un sens homonyme. Donc ça, c'est le sujet d'une présentation que j'ai faite par ailleurs.
Et je voudrais donc conclure sur ce point. J'ai tenté d'illustrer quels pouvaient être les effets produits sur l'histoire de la logique médiévale quand on envisage la logique comme une norme sociale des mondes intellectuels. Notamment, j'ai cherché à décrire le contenu exact de la demande et de la contrainte sociale qui s'exerçait au Moyen-Âge autour des pratiques logiciennes, dans le cadre de ce que j'appellerais volontiers une étude normative et historique de la normativité logique. Il faut souligner, pour conclure, que cette normativité avait certainement une signification plus profonde et plus large pour nombre de nos auteurs, étant donné le rôle qu'ils attribuent à la connaissance spéculative dans le perfectionnement de la nature humaine, comme la position de Simon de Faversham à peine évoquée l'illustre. Il s'agit là d'une position particulièrement radicale et particulièrement flatteuse pour la logique, bien sûr, mais on peut dire plus généralement que les penseurs du XIIIe siècle, qui s'attachaient à décrire la félocité philosophique, considéraient tous la logique comme le premier grade indispensable de la perfection anthropologique, sans lequel aucune forme de savoir n'était à espérer. Et voilà, je vous remercie.